En juillet 1984, à l'occasion de la reparution de ce livre, il était l'invité de Patrice Galbaud dans l'émission Rencontre. Je m'efforce à ces micros de rencontre de faire venir non pas l'homme qui a vu l'ours, mais l'homme qui a vu l'ours. Voilà, et je crois que l'homme qui a vu l'ours, un des hommes qui a vu l'ours, c'est Marcel Bechtel-Blanchet. Voilà, ça ne veut pas dire simplement que vous avez réussi, entre guillemets, mais c'est que vous avez réussi non seulement votre carrière magnifiquement, mais aussi votre vie. Et ça, c'est assez extraordinaire, une vie, une carrière en parfaite osmose, avec des hauts et des bas, considérables, des hauts aussi hauts que des bas aussi bas, je crois. Je crois qu'une carrière se fait avec des hauts et des bas, parce qu'alors on était un héritier. Et comme je ne suis pas un héritier, j'étais le dernier de 9 enfants d'une famille nombreuse, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on parle dans une famille nombreuse. On s'explique entre les uns et les autres, dans l'âge. Et j'ai eu ce privilège d'être dans une famille nombreuse où les gens s'entendaient bien, où les enfants s'aimaient beaucoup, et avec des parents très rigoureux, mais on apprend beaucoup de choses, et c'était à Montmartre, un quartier, un village. Et je connaissais mon village par cœur, mais il se trouve que j'ai vécu 3/4 de siècle. Parce que j'ai vécu aussi très jeune la guerre de 14-18. Et que maintenant nous approchons du 3e millénaire. Alors imaginez que pendant 70 ans, j'ai compris, j'ai accepté, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai entendu. Et que tout ça m'a donné une forme, si vous voulez, anarchique peut-être, parce que je n'ai aucune formation littéraire, je n'ai aucun diplôme, sauf celui... Vous avez votre certificat d'études, je crois. Ah oui, ça me suis très fier, parce que j'étais justement à HEC hier, invité par eux, ce qui est un grand honneur, et je leur dis, dans le fond, moi aussi je suis HEC, un ancien. Hautes études communales. C'est à peu près la même chose. Mais je crois, j'ai lu, il me semble avoir lu quelque part qu'un jour vous aviez dit à Georges Pompidou, je n'ai que mon certificat d'études. Et qu'il vous a répondu, je ne sais pas très bien. Non, je lui ai dit la mention que j'avais eue. Je dis, vous savez, dans le fond, ce qui est merveilleux, c'est que je n'ai jamais dépassé, avec Pierre Lazareff et Charles Gompet et Jean Gabin, qui est tout de même, on est tous les trois élus, fait quelque chose, et que, en fin de compte, on n'a jamais dépassé le certificat d'études. Je ne recommande pas pour ça à tous les garçons et filles de ne pas en faire autant. Mais, le président me demandait un jour, mais, dans quelle formation étiez-vous? HEC, Subdeco, vous avez fait quoi? Moi, j'ai l'école communale avec c'est lire, écrire et compter. Ah, il m'a dit, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. Bon, vous savez aussi écrire, très bien, parce que justement, un livre de vous qui vient de sortir, c'est une réimpression aux éditions Lattès. C'est-à-dire que vous avez écrit en 1942, je crois, et qui est apparu en 47. Oui, parce que c'était en fait, je vous l'ai dit, un testament que j'écrivais à ma fille qui avait 2 ans. Et comme je partais rejoindre les forces françaises libres en Angleterre, en passant par les prisons en Espagne, enfin c'est un mauvais souvenir, mais j'ai voulu qu'elle sache ce que son père avait fait, parce que tout de même, j'ai créé les radios Cité avant la guerre. Ça a commencé pour moi en 1929, c'est pas d'hier. Puis j'ai eu le sentiment que la révélation de la radio était inconnue. Enfin, personne ne parlait à ce moment-là de ce que pouvait être l'information, ce que pouvait être même la radio. Il y a que la Tour Eiffel, après la guerre, qui émettait un petit peu 2 heures par jour. Et puis petit à petit, il s'est passé le même phénomène que celui qui se passe aujourd'hui. Des hommes comme moi, puis des gamins, des hommes jeunes, ont commencé à bricoler avec des postes à galène, puis on entendait les bruits qui venaient de loin, c'était quelque chose d'extraordinaire d'entendre une voix qui parlait, on ne sait pas d'où elle venait. C'était naturellement dans des conditions terribles, parce qu'il n'y avait pas de poste organisé, on ne connaissait même pas la technique du poste de radio. Petit à petit, ça s'est organisé. Mais les enfants n'avaient pas le droit d'écouter à l'époque, parce que les parents disaient, ça vous empêchera de faire vos études, allez-vous, etc. N'écoutez pas, c'est pas pour vous. Alors, c'était effectivement les enfants qui, en fin de compte, ont fait le succès de la radio. Parce que j'ai improvisé, dans la publicité que j'ai pu faire, des slogans chantés. Tous les slogans qu'on faisait, Fourax et Fureur, bonjour monsieur Lévitan, chapeau, un seul chapeau mais un seul, mais chanté par Charles Trenet. Vous voyez, c'est lui qui me faisait les petites, je l'avais trouvé dans un cabaret à Montmartre, et je lui voulais pas faire de publicité, il m'a répondu si, ça me rapporte un peu d'argent. Alors pour 50 francs, lui, il faisait des petits textes ravissants. Et alors ce livre, qui est donc paru en 47, je crois, pour la première fois. Alors en 47, je suis rentré, vous lui aviez donné un autre titre, le titre était Sur mon antenne, Souvenir d'une radio libre. Exactement. Et maintenant, c'est Les ondes de la liberté. Il y a le même mot qui revient, qui est un des plus beaux qui existent, c'est le mot liberté.
Le métier que je fais est un métier, la publicité c'est un métier où on est libre. L'information c'est un métier, je ne portifie aucune accusation contre quoi que ce soit, mais l'information fait que les Français reçoivent à peu près en même temps, que ce soit de la radio, quelle qu'elle soit, libre ou pas, enfin je veux dire indépendante ou extraterrestre, tout ce que vous voudrez, elle reçoit la même information. Or moi je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que l'information soit comprise un peu mieux dans le sens de ce qui se passe autour de soi. Parce que les grandes informations, vous les communiquez, soit par vous, soit par les postes périphériques, soit par la télévision. C'est la même information qui fait qu'en sorte, ça n'est plus un événement, sauf les événements qui sont les catastrophes. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait que des catastrophes. Je pense que si j'avais une radio libre, à Dieu ne plaise, je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça pourrait venir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'essayerais de revenir à ma jeunesse, à mon enfance, à mon quartier, et que les gens sauraient peut-être un peu plus ce qui se passe autour d'eux. C'est pas du tout déformé, ça n'a aucun sens politique, qu'un sens contraire. Je veux dire, les grands événements, vous les connaissez, mais ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses humaines. Il y a des gens qui pourraient peut-être secourir leurs voisins. Il y en a qui pourraient savoir qu'ils peuvent agir, ce qui se passe autour d'eux. C'est ce que tentent de faire les radios locales. Oui, mais les radios locales ne sont pas encore celles que je souhaite. Moi, je dis que dans les radios locales, il se passe la même génération spontanée. Pourquoi ils interviennent, ils reviennent à ce que j'ai fait il y a tant d'années? Pour une raison bien simple, c'est qu'ils se rendent compte que les gens ne sont pas informés de ce qui se passe autour d'eux. Balayer devant sa porte, c'est pas moi qui l'ai dit, ça existe depuis longtemps. Eh bien, je crois qu'il faudrait revenir un peu au côté humain, si vous voulez rendre plus perceptible ce qui se passe autour de nous et avec nous. J'ai l'impression qu'une des choses dont vous êtes le plus fier, c'est peut-être d'avoir créé Radio Cité. Parce que, bon, tout le monde le sait, mais moi je le rappelle, comme ça en passant, vous êtes président du groupe Publicis, c'est pas rien. Vous avez créé Régie Presse, c'est pas rien non plus. Les drugstores, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis l'admirable Fondation de la Vocation, vous êtes l'homme de communication le plus célèbre de France. C'est écrit sur la jaquette de votre livre, mais c'est parfaitement vrai, certainement. Mais tout ça, vous êtes content de l'avoir fait, il n'y a pas de doute. Mais Radio Cité, c'est quand même un fleuron. Hein. C'est plus que pour moi, c'est ma jeunesse d'abord. C'est la réaction que j'avais quand j'avais 22, 23 ans. En quelle année ? C'est en 1934 que j'ai acheté ce poste, qui était un poste qui était presque inaudible. Il s'appelait Radio LL. Et c'était un homme qui s'appelait Lucien Lévy, qui avait donné ses deux initiales à son poste. Et nous étions 11 autorisés sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que personne ne pouvait s'entendre plus de 10 mètres de chez soi, parce que la longueur d'onde autorisée à l'époque, parce que les postes d'État avaient commencé à fonctionner. On avait autorisé 11 postes privés. Mais privés, pourquoi ? Parce que c'était des amateurs qui avaient fabriqué, avec une planche de quelques éléments, de quoi se faire entendre à peine à 50 mètres de chez eux. On a autorisé 11 postes privés, mais on leur a donné une seule longueur d'onde. Et c'est ça le problème le plus grave, parce que on ne pouvait pas se faire entendre, on se mélangeait les pinceaux les uns dans les autres. Et moi, j'ai eu l'idée de prendre une longueur d'onde qui était à Tiraspol. Car j'avais demandé à un technicien qui m'a dit il y a une longueur d'onde à Tiraspol en Bessarabie qui serait la meilleure que vous puissiez prendre. Mais pour ça, il faut l'autorisation des Russes. Alors imaginez qu'en 1935, aller en Russie à 5, traverser les pays d'Allemagne qui étaient nazis, arriver en Russie, sachant pas un mot de russe et connaissant personne, et aller chercher où je pouvais trouver un organisme qui m'accorde l'autorisation, fallait vraiment être un génie pour imaginer cela. Il fallait aussi avoir la rage de convaincre, ça je le reprends parce que c'est le titre d'un de vos livres. Oui, c'est aussi un de mes livres, mais je reviens à ce qui est important. Je suis revenu sans autorisation parce que personne ne m'a jamais vu, ne m'a jamais même écouté. Et puis quand je suis revenu en France, on m'a dit alors vous avez réussi ? J'ai dit oui. Puis j'ai pris la meilleure longueur d'onde qui a fait que Radio Cité était le poste le plus écouté. Parce que c'était pas la peine de prendre son temps. Je suis resté 3 semaines à essayer de baragouiner, de trouver quelqu'un qui m'écoute, c'était pas possible. Bref, Radio Cité est née en 1935 et la première chose que j'ai considérée comme indispensable, c'est de faire que les journalistes, les vrais journalistes, comme vous, qui font ce métier, viennent toutes les heures donner des informations, car c'était l'époque pré-nazie. L'époque de 1935 à 40 commençait déjà une époque hitlérienne. Et des journalistes de l'intransigeant, parce que j'ai demandé à un journal de préparer cette émission, mais fait par des hommes de métier. Et toutes les heures, ça s'appelle La Voix de Paris. Parce que je voulais qu'il y ait une distinction entre ce qui était la musique, le jazz, etc., et l'information. Et La Voix de Paris
toutes les heures, communiquait, sans qu'il écoutait, des nouvelles qui stupéfiaient les gens. Je vous garantis que c'était tellement extraordinaire. Nous recevions 40 000 lettres par semaine. Vous imaginez ce que représentait? Tellement l'événement avait d'importance. Jusqu'au moment où la guerre est arrivée et que les Allemands se sont emparés du poste naturellement. Vous dites une chose qui m'a énormément touché, moi, parce que je suis ce qu'on appelle, enfin je crois être, un homme de radio. Vous dites que quand la radio a fait irruption dans les foyers, ça a été un des plus grands événements du monde, du siècle en tout cas. Hein. Il y a dans votre livre, Marcel Bleustein-Blanchet, un passage qui me touche énormément parce que je crois être, j'espère ne pas me tromper, un homme de radio, comme l'on dit. Vous dites que la radio a un formidable pouvoir évocateur, le rêve qui entre d'abord par les oreilles. Et ça, c'est la vérité. Que un des plus grands événements du siècle, c'est évidemment l'invention de la radio et le jour où, pour la première fois, une voix venue on ne sait trop d'où est entrée dans chaque foyer. Je crois que c'est une des choses qui vous a le plus frappé dans votre vie. Je le pressentais parce que, vous savez, le dialogue, la conversation que nous avions à l'époque, ou les connaissances que nous avions des choses qui se passaient dans le monde, se limitaient au quartier. On savait, moi je me rappelle très bien, je suis né à Montmartre, et qu'on savait ce qui se passait autour de nous, par les concierges, par les commerçants. J'étais moi-même le petit facteur qui rapportait le... Mais vous dites que vous aviez l'impression d'être une énorme paire d'oreilles sur des jambes infatigables, exactement. Quelque chose comme ça. J'étais un peu comme le petit facteur, je faisais du travail du trottoir, je racontais, je regardais les boutiques, je recevais... Vous savez, j'étais vraiment un petit quartier, Montmartre était mon village, et tous les gens se connaissaient. Ce qui n'existe plus maintenant. Je crois que c'est une chose qu'on retrouve, c'est dans les campagnes peut-être. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte, en ayant Radio Cité, que puisqu'on donne de la musique, et que les enfants aiment la musique, ils aimaient le jazz surtout, attention. Parce que la Tour Eiffel fonctionnait déjà à ce moment-là, la Tour Eiffel. Dans quelle année? En 1900, le lendemain de la guerre, la Tour Eiffel a servi d'émetteur militaire. Elle servait aux transmissions militaires. Et quand la guerre en 18 est terminée, la Tour Eiffel a gardé et faisait pendant 2 heures, une émission sur la culture des petits pois, ils invitaient des gens qui venaient parler de n'importe quoi, on parlait tout le temps, mais de la parlotte sans intérêt. Et puis un petit peu de musique classique, en somme. En fait, d'abord, il n'y avait pas de poste. Les postes de radio, proprement dit, n'étaient pas encore construits. On faisait les postes à galène, on écoutait ou alors des armoires énormes dans lesquelles il y avait des parasites. C'était inaudible. Et en plus, les enfants n'avaient pas le droit d'écouter. Parce qu'il fallait faire leur devoir, et les parents disaient, allez vous coucher. Bon. Ça marchait 2 heures par jour. Ça, c'est, je crois, le grand événement si vous voulez, de l'effort, de l'apport que j'ai fait à la radio. 2 heures par jour le matin, puis un petit peu le soir, mais pas de nouvelles, ou des chroniques. Et puis, comme j'étais très jeune, il faut dire la vérité, j'étais encore élevé dans la rue, et je vivais avec mon copain, c'était Jean Gabin, c'était Pierre Lazareff, on était tous très liés les uns les autres. Quand j'ai acheté Radio LL, qui est un poste vraiment misérable, il tirait sur cette table l'ensemble de l'émetteur. Et l'antenne en bambou représentait vraiment quelque chose de très, très simple et très fruste. Et puis petit à petit, je me suis vraiment passionné pour ça. La communication m'a semblé quelque chose de formidable. Eh bien, quand on a organisé Radio et qu'on a commencé à dire on va marcher toute la journée, parce qu'il y a des malades, parce qu'il y a des gens chez eux, parce qu'il y a des femmes qui travaillent à l'intérieur, après tout, autant faire quelque chose de nouveau. Et j'ai donné comme instruction de 6h du matin à minuit, et on a fonctionné en donnant mes propres disques personnels, parce que j'adorais le jazz à ce moment-là, c'était déjà l'époque du jazz aux États-Unis, et j'ai apporté mes propres disques, et j'ai dit, vous marchez la journée, et surtout, vous ne parlez pas. Parce qu'il n'y avait que de la parlotte, que de la conversation sur n'importe quoi. Je dis, vous ne parlez plus, vous annoncez le disque. Et tous les jeunes, c'est là où était l'événement. Si je dois marquer un temps, c'est 2 choses. D'abord, la musique moderne, et les jeunes s'en sont emparés. Deuxièmement, puisqu'on marche, puisqu'on écoute 2 heures par jour, marchant de 18 heures, de minuit à 6 heures du matin, on arrête, et 6 heures du matin à minuit, ça marchait, sans arrêt. Et il y avait un seul speaker, le pauvre, il fallait des économies, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je crois que ça a commencé pour moi à être vraiment le sentiment de la révélation, du respect qu'on devait avoir pour l'opinion publique, pour le peuple, pour l'homme de la rue. Lui apprendre, lui faire connaître, faire savoir, lui expliquer. Tout ça, il ne le savait pas. On vivait de bouche à oreille, de choses. Et les événements ne venaient qu'après la presse, qui paraissait d'ailleurs 24 heures après, et qui était une presse elle-même très fruste et très limitée. Alors les journaux importants étaient lus par des gens qui avaient une certaine formation, mais le populo n'écoutait que les chansons de la rue. Par exemple, j'ai un exemple qui me frappait. La misère humaine, vous savez comment elle se manifestait dans la rue? Il y avait un violonneux, puis un accordéon, puis une chanteuse qui chantait des chansons tristes. Et tout le monde chantait en chœur. C'était la tristesse et la misère à travers l'homme de la rue. Tout ça, c'était resté chez moi très profond.
Alors, à partir de ce moment-là, puisqu'on passe de la musique, pourquoi ne passerait pas des nouvelles? Ça vient aussi simplement que ça. Mais c'est comme ça que le journal parlé a été créé, finalement. Pardon? C'est comme ça que le journal parlé oui, a été créé. Et je trouve les moyens, que j'avais pas d'argent pour payer les gens. Je pouvais pas à la fois m'offrir le luxe de dire à des journalistes, venez parler. Tandis qu'ayant fait un accord avec un garçon qui était jeune de mon âge, qui avait l'intransigeant que son père lui avait offert, ça s'appelle Loulou Jaifus, je lui ai dit, si tu veux, je t'offre tu me donnes des journalistes et moi je te donne de la publicité pour ton journal. Mais ça me va. Et j'ai eu une équipe fabuleuse, composée d'un maître de tous, c'est Jean-Antoine, qui a été le premier reporter, et qui a fait une équipe de reporters, et toutes les heures, au suivant le cas, ce que vous n'avez encore, ce qui a été presque jamais fait encore jusqu'à maintenant, quand nous étions à l'époque pré-hitlérienne, donc il se passait des choses, on vivait en état d'alerte quand même, on était impressionnés. Quand il y avait n'importe quelle information importante, on arrêtait. On disait émission spéciale, il se passait l'événement, à n'importe quel moment. Autrement dit, les gens finissaient par savoir qu'à tout instant qu'ils écoutaient Radio Cité, ils pouvaient savoir ce qui se passait ailleurs. C'est ce qu'on appelle les flashs, non? Mais vous avez une émission spéciale, tel événement vient de se passer. Ou alors, et en plus, il y avait tous les soirs un homme politique. À l'époque, c'était Paul Reynaud, c'était Frossard, c'était Moindel, c'était des hommes qui avaient le sens de la politique, venaient parler pendant 5 minutes pour dire voilà ce qui se passe en ce moment. Donc, si vous voulez, pour ces hommes avant, les hommes politiques, c'était le Parlement ou le Sénat qui était le plus important. Ils ne pouvaient s'exprimer que devant un milieu limité. À la Chambre des députés, c'était les députés, mais l'opinion publique n'était pas concernée. Elle se sentait absolument incapable ou n'était pas concernée à ce moment-là. Eh bien, du jour où ces hommes sont venus parler directement au micro, ils ont parlé le langage qu'il fallait. Et non plus des gens composés du Sénat ou des députés, mais composés du peuple de Paris. Et ça a été fabuleux comme réaction. Est-ce que vous ne trouvez pas que maintenant, le public est surinformé? Il n'est pas surinformé. Il est sous-informé, ça devient pour lui un temps. ronron, mais c'est pas du tout. Ça devient pour lui son habitude. Il ouvre à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, et puis c'est ce qui se passe. Donc ça devient une habitude. Moi, ce que je veux, c'est que ça fait revenir à l'inverse. Et pourquoi? Parce que je pense que l'information au jour actuel, vous la faites parfaitement. On sait tout ce qui se passe dans le monde. Mais croyez-vous vraiment que toutes ces informations créent d'abord un climat un petit peu spécial? Parce que on ne se sent pas encore directement concerné. On le sait, mais on ne se sent pas concerné. Tandis que ce que je voudrais maintenant, c'est justement revenir à l'époque du quartier. Savoir ce qui se passe autour de nous. Non plus l'événement qui se passe en Chine, au Japon, ou aux îles, etc. C'est de revenir à une situation d'information plus, si vous voulez, plus terre-à-terre peut-être. Mais c'est important le quartier maintenant. Les gens nous connaissent de moins en moins. Tandis que dans le temps, on était tous les voisins, ça comptait. Un voisin, c'était important. La concierge nous donnait les renseignements de la maison. Moi, je voudrais simplement donner le sentiment qu'on est plus près des gens qu'on l'est actuellement. Parce que l'information générale, elle passe au-dessus des têtes. On sait en effet qu'en ce moment, il y a les élections. On sait qu'il y a telle chose. On est informé de ce qui se passe en général et pour tout le monde. Moi, je veux qu'on m'informe pour moi, personnellement. Vous avez une âme de journaliste. Vous êtes un journaliste. Vous. Je ne suis pas un journaliste. Je suis un homme d'opinion publique. Vous auriez pu être journaliste. Non, le bagage que j'ai intellectuel ne me permettrait pas de faire ce que vous faites. Mais j'ai un sentiment d'opinion publique profond. Excusez-moi, je me permets de sourire. Si vous voulez, mais croyez-moi, je ne pense que... Vous avez connu les plus grands journalistes français vivants. Quelles sont les qualités essentielles d'un journaliste, d'un très bon journaliste? Un très bon journaliste, en quelques mots, donner l'essentiel de ce qu'il a à dire. En quelques phrases, donner un sentiment d'information qui résume tout ce qui se passe à la fois. Un bon journaliste est un homme qui a le sens du public, qui est près du public et qui sait qui connaît un feeling avec lui qui lui permet de dire en ce moment, le public est inquiet pour telle raison. Quelles sont les raisons? Et voilà. Il faut qu'il puisse déterminer rapidement. Ce que font d'ailleurs en général, quand on entend les journalistes à la télévision, ils sont obligés de faire très court. Et ils sont obligés par conséquent de donner l'événement en quelques mots. Ça, c'est un résumé. Mais enfin, moi, j'ai connu Kessel, j'ai connu Pierre Lazareff, j'ai connu Charles Gombault, j'ai connu tous les grands journalistes de l'époque. C'était des hommes qui avaient une passion de leur métier. D'ailleurs, je crois que le métier de journaliste, comme le métier de publicitaire, ne peut être qu'une vocation. C'est ça, c'est vraiment une vocation. Être journaliste, c'est pas gagner beaucoup de millions d'argent, c'est pas penser qu'on va gagner des millions, c'est sûr. Tellement on sait qu'on a un privilège, c'est qu'on peut informer les autres de ce que les autres ne savent pas.
Le journaliste idéal, pour une radio, la radio dont vous rêvez, qui reviendra peut-être, c'est un homme qui passerait son temps dans la rue, à l'écoute de tout ce qui se passe, à l'écoute des gens, et qui viendrait toutes les heures au micro pour en rendre compte. Peut-être ça me semble plus, si vous voulez, disons un mot fraternel. Parce que les gens sont de moins en moins conscients. Il se passe des événements à la drogue, il se passe des événements sur le racisme, il se passe des événements qu'on peut peut-être faire en sorte que si les gens se connaissaient mieux, si cette vieuse phrase, si tous les citoyens du monde se tenaient par la main, etc. Je crois que c'est une idée que j'ai, peut-être qu'elle est fausse, peut-être que j'ai toujours réagi par instinct, et je crois que si on faisait les radios libres, vont commencer à le faire d'ailleurs, je suis le premier à leur conseiller. Ils sont venus me trouver, ils m'ont demandé, j'ai dit, faites de la radio de famille, à côté de vous, autour de vous, pour ceux qui vous écoutent, parce que vous n'êtes pas entendus dans la France entière. Donc, occupez-vous de ce qui se passe devant votre porte, et les gens vous en seront reconnaissants. Vous venez de parler de votre instinct, je crois que vous avez prouvé qu'il est quasiment infaillible. Non, si, non, dites pas ça, parce que tout se paye dans la vie. Non, vous écrivez que vous êtes convaincu que rien ne change, même lorsque tout a changé. Voilà, rien ne change. La preuve, c'est que je viens de vous expliquer que je reviens à ce que j'ai fait il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, personne ne pensait à s'occuper des autres. Et l'effet foudroyant qu'a été la radio, c'est justement de parler le langage des gens, leur parler simplement, et d'être avec eux. Ils se sentaient presque, si vous voulez, une espèce de protection, parce qu'on les mettait en garde, on savait quoi leur dire, on leur parlait en bon enfant, on faisait des réunions publiques. Savez-vous que j'ai fait même de la télévision avant qu'elle existe? C'est bien simple. C'est-à-dire? Mais c'était simple, c'est encore une idée qui venait, mais on avait tous les matins des idées qu'on faisait immédiatement. Si je vous disais, on va faire ça, on était 4 ou 5 autour de la table, et c'était les gens qui étaient passionnés comme moi. Tiens, une idée. Piaf a été lancé comme ça. J'ai entendu Piaf un soir dans un cabaret où on lui jetait des sous. Dans la cour, je me rappelle très bien l'avoir entendu. Et puis un jour, on l'a fait entendre comme ça, un peu à la blague, dans un cabaret qui était au coin de la rue François 1er. Et j'ai dit, elle est formidable, on va la faire chanter demain matin à la radio. Et j'ai dit à Le Play, qui était un vieux comédien, qui la présentait, en disant, c'est une môme, un petit moelleux de Paris, elle chante dans les rues. J'ai dit, tu l'amènes demain à Radio Cité, puis tu la présenteras comme tu viens de le faire. On lui jette des sous, etc. C'est drôle, tu le feras comme ça. Et on a amené la Piaf, qui était vraiment, elle faisait la misère humaine. Mal coiffée, mal habillée, enfin, elle pouvait vers déchiré. On l'a mise dans le micro de Radio Cité et le standard a été bloqué en 3 minutes. Elle avait une voix fantastique. Elle est devenue une très grande vedette. Parce qu'on a fait entendre quelqu'un, on apprenait dans la rue, on ne s'occupait pas de références, où avez-vous été, qu'est-ce que vous faites. C'était l'improvisation permanente à la radio. Vous ne pourriez pas faire ça aujourd'hui. Il y en a bien d'autres qui ont été lancés par la radio. Tino Rossi, Rina Ketty. Et Jean Sablon ne jouaient avec au micro parce que ça amplifiait leur voix, mais ils n'avaient pas de voix. Jean Sablon, il a une voix confidentielle. Le jour où on lui a donné la radio, les micros, c'était fini. Tino Rossi l'a dit lui-même à une émission que nous avons faite ensemble. Il dit, moi, ce qui m'a permis d'entrer partout chez les gens, c'est parce que le micro m'a permis d'amplifier ma voix. C'est vous qui avez introduit la publicité à la radio? Bien sûr, il fallait vivre. Comment voulez-vous faire autrement? Et comme j'avais les slogans chantés, comme j'avais les slogans pour les annonceurs, que ce soit voir qui fait fureur, bien blanc sur les 8 ans, enfin tous ces slogans, il a fallu se défendre et gagner un peu d'argent pour faire vivre ce poste. Même ceux qui ne travaillaient que comme amateurs, ils avaient besoin de gagner un minimum pour vivre à l'époque. Et je ne pouvais pas payer beaucoup des gens, j'avais pas d'argent. J'avais très peu d'argent. Je faisais de la publicité quand même par ailleurs, dans les journaux, mais c'était une toute petite affaire que la mienne, j'étais dans 2 pièces, une cuisine, Faubourg Montmartre. C'est pas un peu plus. À ce moment-là, j'étais un peu plus à l'aise et j'avais passé déjà le bras des Italiens. Il a fallu improviser tout. Et c'était à cette époque que je crois que les journalistes étaient payés par l'intransigeant, par conséquent, c'était pas mon problème. Et les artistes, ils étaient contents de leur chanter, même pour rien, pour qu'on les entende. Puis petit à petit, ça c'est devenu différent. Il a fallu aller les chercher. Mais vous pourriez me poser une question qui m'intéresse beaucoup. C'est celle pourquoi et comment on est arrivé à savoir ce que pensaient les gens, ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient, pourquoi ils avaient un besoin de s'exprimer. Et c'est ça qui a été pour le plus important. Parce que, en fin de compte, nous recevions, je vous ai dit, 40 000 lettres par semaine. Je suis sûr que vous ne les recevez pas ici. 40 000 lettres dans lesquelles il y avait une partie des gens qui étaient pour le jazz, d'autres contre, et troisièmement, et les autres contre de parler. Chacun avait des opinions différentes. Comment voulez-vous faire le tri
de tout ce que nous apprenions par les lettres de gens qui nous écoutaient fidèlement, qui étaient vraiment envoûtés par le fait d'entendre une voix qui venait de loin. Je dis, il n'y a qu'un moyen, on ne va pas réinventer quelque chose. On a réuni le plus d'argent qu'on pouvait, et puis on est parti en Amérique sur un bateau au moins cher possible, avec 4 collaborateurs, qui étaient les gens les plus concernés, Jean-Antoine pour la rédaction, Canetti pour la musique, et puis Jean-Jacques Vital pour les fantaisies. Et j'ai été voir M. Sarmeuf, qui était l'homme le plus puissant des États-Unis parce qu'il avait 120 stations de radio. C'était la NBC. Et très gentiment, j'ai eu rendez-vous avec lui très facilement, ce qu'on ne fait pas en France. Il m'a reçu, et je lui ai dit, mais comment vous faites pour savoir ce que pensent les auditeurs? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Nous, sans arrêt, on ne sait pas s'il faut faire plus de jazz que de classique, plus de parler que de ceci. On était dans le noir complet, puisque tous ces lettres que nous recevions étaient exactement le contraire l'une de l'autre. Il m'a dit, vous n'avez qu'à faire comme nous, vous voyez, Gallup. Alors, qu'est-ce que c'est Gallup? C'est un instrument, c'est une machine, c'est quoi? Il m'a dit non, c'est un homme qui a trouvé une formule, une découverte, un système qui nous permet de savoir ce que les auditeurs préfèrent chaque jour. Oh. Et comment ça? Il m'a fait avoir un rendez-vous avec ce M. Gallup qui m'a expliqué. Nous avons à chaque heure de la journée, nous téléphonons à 600 auditeurs dans tous les États-Unis et nous leur demandons quelle émission ils écoutent sur le moment. Ils écoutent toute la journée, les Américains. Et il s'est avéré que c'était le plus important, c'était l'émission qui était le crochet radiophonique. C'est-à-dire que c'était les amateurs qui venaient chanter et qui étaient crochetés. Vous savez, c'était un vieux truc. En arrivant en France, j'ai fait la même chose. J'ai réinventé que pour le crochet radiophonique, puis les émissions publiques. Vous avez inventé les sondages. Les sondages. Alors, il a fallu faire le sondage. Ça paraissait incroyable en France. On m'a dit, ça ne marchera jamais en France. Les gens ne parleront pas, ils n'oseront pas vous dire ce qu'ils veulent. J'ai dit, pourquoi refuser ce que je suis venu essayer d'apprendre? Faisons-le. Alors, Gallup avait un correspondant à Paris, c'est Stotzel avec le site Unifop. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me faire un... Il m'a dit, mais c'est le même système qu'en Amérique, puisque nous sommes les représentants. Et ça a été stupéfiant. Stupéfiant parce que les gens s'exprimaient et la synthèse démontrait exactement ce que nous avions, nous, inventé de toutes pièces, mais mis en forme. Alors, ils avaient des règles qui sont intangibles. Le Gallup, c'était un système très pris, très au point. Et j'ai été impressionné par cela. Pour moi, d'un seul coup, savoir ce que les gens voulaient, pensaient, ça nous a permis de comprendre, et plus vite que d'autres, qu'il fallait faire de l'information. Il fallait faire des choses suivantes. Et je pense qu'aujourd'hui encore, les gens ne sont pas conscients que le sondage a une importance capitale. Je ne dis pas qu'il faut gouverner avec le sondage, mais je vais vous dire pourquoi. Moi j'ai tout même eu parmi ces hommes qui ont défilé, et les hommes de mon âge, comme Pierre Mendès France, que je connaissais, pour lequel j'avais une grande admiration, qui était un des jeunes parlementaires, mais qui avait été plusieurs fois ministre. Quand il a été président du Conseil en 1954, vous voyez que j'ai mis longtemps à comprendre, je lui ai dit, Pierre, Monsieur le Président, il faut faire un Gallup pour savoir quel serait l'homme qui viendrait après vous au cas où la France serait en danger. Je pouvais me permettre de lui poser cette question car il y avait entre lui et moi une certaine amitié. Mais je lui dis, savoir qui va vous remplacer. C'est clair, à l'époque, les ministères tombaient tous les 3 ou 4 mois. Il m'a dit, mais vous croyez que c'est nécessaire de le savoir? Je lui dis, c'est plus que nécessaire. Après tout, ça vous fait plaisir, faites-le. C'était un gadget pour lui. Alors j'avais mis une douzaine de noms qui étaient connus. À l'époque, c'était Pinet, Queuille, Guy Mollet, Edgar Faure, etc. Et j'avais mis le général de Gaulle, naturellement, puisque j'étais gaulien avant tout, étant dans tous ces ordres en Angleterre, et puis parce que j'ai réussi à lui faire des galops aussi. Ça se passait en quelle année, ça, pardon? 1954 pour Pierre Mendès France. 5 ans après, j'ai continué, je vais vous dire comment, c'est intéressant. En 54, je fais le Gallup pour Mendès France, et le général de Gaulle était l'avant-dernier sur la question, si la France était en danger, quel homme souhaiteriez-vous voir venir au pouvoir? Et le général de Gaulle était l'avant-dernier. J'aurais jamais pensé de chose pareille qu'ayant été tout de même l'homme qu'il a été pendant cette période de notre vie française. Et puis, je me suis retiré, c'était fini, j'ai mon Mendès France tombe, et M. Guy Mollet vient tel que c'était prévu dans le Gallup. Quel est l'homme que vous appelleriez? C'était Guy Mollet, qui était secrétaire général du Parti socialiste. Et puis, sur ça, M. Defer, que je connaissais, qui avait été un jeune avocat résistant en 40, j'ai connu à ce moment-là, pas personnellement, mais parce qu'il était jeune avocat et qui résistait, venu me trouver, me dit, est-ce que vous accepteriez de faire pour M. Guy Mollet ce que vous avez fait pour Mendès France? Il avait trouvé le Gallup, il l'avait regardé. J'ai dit, moi je le fais au contraire, c'est pour moi un honneur de le faire pour tous les hommes, quelle que soit leur opinion.
Et j'ai fait le galop pour monsieur Guy Mollet. Je suis resté 8 jours avec lui, il m'a emmené partout, en Rambouillet, j'allais partout, je le suivais, parce qu'il était passionné par le fait. Je lui ai fait faire les premières rencontres, avec Roosevelt dans le temps, rencontres avec les directeurs de journaux. C'est-à-dire qu'il faisait la presse, à différence de tous les autres qui n'avaient jamais été faits, il rencontrait le directeur du Figaro, le directeur du Monde, et chacun posait des questions. Et ça a duré pas mal de temps. Et j'ai posé la même question pour savoir, au cas où la France serait en danger, que les Français souhaiteraient venir au pouvoir. Avouez que c'était une idée à moi, remarquez. C'est pas le premier conseil, il m'a dit, ah bon? J'étais le spécialiste, il m'écoutait. Et j'avais remis les mêmes noms et le général de Gaulle. Eh bien, le général de Gaulle arrivait en premier. Pourquoi? La guerre d'Algérie approchait. Et vous voyez que c'est une question importante. Au cas où la France serait en danger, qui souhaiteriez-vous venir voir au pouvoir? Question très simple. Tous les autres avaient disparu, et c'était de Gaulle qui était le premier. Et puis, tout ça a continué comme ça. J'ai fait le galop pour le général de Gaulle à son insu. Je l'ai fait même sans qu'il le sache. Avant qu'il reste au pouvoir, c'est qu'il s'est passé pas mal d'événements entre l'époque où il est parti et l'époque où il est revenu. Moi, je continuais à m'occuper de mes affaires, mais les galops continuaient. Et en 58, j'ai trouvé que la situation était tellement grave. L'écart de CRS était tout mondialisé, l'Algérie française, etc., klaxonnait de tous les côtés. Je dis à Sadoun, qui était directeur, il faut absolument faire un galop, ça va ce qui va se passer. Il me dit, mais oui, mais il n'y a plus personne pour nous demander de le faire. J'ai dit, si, il y a moi. Faites-le. On n'a pas suffisamment de gens préparés. Il était 2 heures du matin, je crois, à ce moment-là. Il me dit, pour demain, c'est impossible, il faut 3-4 jours. Je dis, non, il faut le faire d'urgence. Il me dit, mais on va interroger maximum la moitié de ce qu'on devrait faire logiquement. Je dis, moi, ça n'a pas d'importance. Je veux savoir pourquoi et qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et le galop démontrait que 85% de Français derrière de Gaulle. Alors je l'ai apporté au colonel de Bonneval, qui était son aide de camp, et 1 heure après, le général me faisait venir, me disait, vous y croyez à cela? J'ai dit, mon général, même si vous n'êtes pas 85%, vous avez 55%. Servez-vous-en. Et c'est comme ça que, si vous voulez, chaque fois, le galop a pris sa dimension, le sondage d'opinion est devenu maintenant une loi, comme quand la radio a débuté, que j'ai commencé avec journaliste, le sondage, on ne gouverne pas avec les sondages, ne me faites pas dire que je crois que c'est l'essentiel, mais je pense que l'homme de la rue, aujourd'hui, est informé de ce qui se passe dans le monde. Mais il ne sait pas forcément ce qui se passe dans son propre pays, autour de lui. Et c'est pourquoi je pense que le sondage, puisque j'ai su mettre des journalistes faire leur métier, le sondage, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est un thermomètre. Je ne suis pas capable de vous donner, et je ne le ferai sûrement pas, en disant si c'est pour tel ou tel parti, s'il faut voter comme ça. Je m'interdis, étant donné le métier que je fais, et que j'aime passionnément, c'est le métier le plus libre du monde. La publicité, c'est l'offre, la loi et la demande. Eh bien, je ne me permettrai pas de dire que le sondage sert à gouverner. Je dis simplement, si un médecin veut savoir si son malade est en bon état, il prend sa température. Moi, je vous donne simplement un thermomètre. Et servez-vous-en. Je voudrais revenir à Radio Cité, si vous voulez bien. Que s'est-il passé quand la guerre a éclaté? À Radio Cité, oui. Vous posez une question très pertinente. Comme nous sommes des hommes de liberté, que la presse ne supporte pas d'avoir une presse qui soit, comment dirais-je, ce qui était dans le temps, dans certains pays, qui existe encore, disons-le. Bon, eh bien, en 5 septembre 39, j'étais mobilisé. Pilote aviateur, je devais rejoindre mais j'ai eu le temps, entre le 5 septembre et la fin de l'année, de passer 2 heures dans l'aviation au quartier général à Paris. Et au contraire, on m'avait demandé pendant 2 heures de continuer à exercer l'information que j'avais inventée. Je voulais d'ailleurs créer le ministère de l'Information. Eh bien, à partir du 5 septembre 39, nous avons continué à informer les gens. Les journalistes ont continué. Puis un jour, on nous a envoyé un censeur dans le ministère de l'Intérieur, et tout était caviardé. Et ça, pour moi, c'est dramatique. À partir du moment où les journalistes ont vu que ce qu'ils voulaient annoncer, qui était la vie, ce qui se passait vraiment, c'était caviardé, interdit, alors on s'est sabordé. On a dit non, ça nous n'acceptons pas. Ou c'est la liberté de parler, ou on se saborde. Parce que faire des communiqués officiels, c'est absurde. Mais j'ai quand même réagi. Ça nous a tellement bouleversé de dire du jour au lendemain, on va tromper nos auditeurs. Ils ne vont plus être au courant de rien. Nous nous sentions responsables de lui. Alors on a fait une chose qui était insolite. Il y avait un petit journal d'opinion
qui était un syndicat d'opinion, des journaux qui n'étaient pas, que les gens achetaient très peu, c'était à l'époque l'Ordre de Buret, c'était l'Œuvre, c'était même l'Humanité avait une clientèle qu'on ne citait jamais, l'Action française, des journaux comme ça, mais il y avait un syndicat de journaux d'opinion. Alors j'ai été les trouver, j'ai dit écoutez, vous écrivez votre éditorial et vous signez par ou Léon Blum ou Maurras ou des hommes politiques qui exercent une opinion libre, puisque vos journaux sont confidentiels. Alors votre syndicat je vous donne 1 heure et au lieu d'écrire le papier, vous demanderez au leader de venir le dire. On a eu M. Léon Blum, on a eu M. Nicolas Delarocque, on adossait côte à côte et il venait dire lui-même pas plus ce qu'il avait écrit. Et on les mettait côte à côte, toujours opposition. Droite, gauche, ou droite. C'était des radicaux socialistes contre des gens... J'extrapole peut-être, c'était pas comme aussi tranché que... Si, c'était tranché entre l'Humanité et l'Action française. Ça, c'était les deux extrêmes. Et j'avais dit au syndicat, naturellement, je ne veux pas, moi, poste radio privé, donner l'expression, donner l'opinion de M. Maurras, ni de M. Thorez. Parce que là, on me prendrait pour un poste, on m'accuserait, moi, de faire la propagande pour l'un ou pour l'autre. Or, je ne suis ni contre l'un ni contre l'autre, mais je me dois devant les auditeurs qui, eux, peuvent trouver à redire. Alors, si vous donnez des radicaux socialistes avec les socialistes, ou si vous donnez même il y avait un mélange, si vous voulez, représentatif de la France et des Français. Mais l'Action française et l'Humanité, à cette époque, je parle, était exactement l'opposé, et c'était dans un style terriblement agressif. Puis un jour, le délégué du syndicat est venu me dire, écoutez, l'Humanité est venue nous dire que nous n'acceptons pas, nous, le journal le plus important de gauche, ne soit pas représentatif à Radio Cité. Alors on s'en va du syndicat. Je lui dis, ils ont raison. Alors donnez-moi, si vous me donnez l'Humanité, mais je suis embêté parce qu'ils s'en vont le syndicat, mon syndicat tient plus. Ils payent leur cotisation comme les autres. Je dis, si vous me donnez l'Humanité, donnez-moi l'Action française. Et ils ont dit, bon, très bien. Alors on a fait convoquer M. Maurras et M. Thorez. Alors là, on a reçu une volée d'injures épouvantables, affreux. Vous savez pourquoi? Très simplement. M. Thorez était un homme jeune qui était un ténor et s'exprimait d'une façon très claire, et M. Maurras avait 75-80 ans, avait une voix de Kakoshim. Eh bien, à ce jour-là, on a saboté l'émission. Nous ne pouvions pas faire en sorte que M. Thorez et M. Sur une simple chose aussi précise. Scandaleux, vous empêchez M. Maurras de parler parce qu'il avait une voix qu'on entendait à peine, et puis il éructait ou il toussait, enfin, c'était pas possible. Voilà comment s'est arrêtée l'émission. Il y a quelques années, j'avais invité à ce micro Jean d'Ormesson, qui était alors directeur du Figaro, et Jacques Duclos. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'était la première fois. Ils ont parlé de tout, de poésie, de littérature, etc. Et puis, à la fin de l'émission, Jean d'Ormesson a dit à Jacques Duclos, et si je vous demandais d'écrire un éditorial chaque semaine dans le Figaro, qu'est-ce que vous feriez? Il a accepté. Et Duclos a dit, j'accepte immédiatement. Mais bien sûr. Je dois ajouter qu'un jour après, il est mort. J'ai très bien connu Jacques Duclos. Je l'ai connu. Ah. Je peux dire que vraiment, il était président du Parti communiste à la Chambre des députés. C'était un homme plein de bon sens. Je trouve que ce jour-là, mon émission a bien mérité son titre. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas du tout, j'appartiens, je n'ai jamais appartenu de ma vie à aucun parti politique. Vous êtes libre. Totalement. Mais quand Jacques Duclos, on parlait avec lui, il disait, vous savez, moi, je suis pour les postes privés dans le fond, ne le dites pas, mais je suis pour les postes privés. Quand il m'a dit ça après la guerre. Bon, Marcel Bloch-Steinbrancher, je voudrais que nous parlions de la radio, de la télévision, d'ailleurs, de demain, ou d'après-demain. Qu'est-ce qui va se passer avec les satellites et tout cela? Un satellite, maintenant, va donner une dimension encore nouvelle. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes en 1984, et nous sommes déjà dans le 3e millénaire. Je parle que des jeunes qui, actuellement, ont 15 ans, 12 ans, 20 ans, vos enfants, ils seront déjà différents que nous sommes. De même que moi, de mon temps, la vitesse maximum qu'on atteignait, c'était formidable, c'était 110, 115 à km à l'heure. Maintenant, elle est 34 000 km à l'heure. Et je vous dis une petite impression personnelle. J'ai fondé la Fondation de la Vocation, qui est peut-être mon plus beau titre de gloire de toute ma vie. Parce que j'ai joué même 650 lauréats, et que c'est fantastique de voir... un ou deux prix Nobel, non? L'un vient de passer professeur au Collège de France, il sera, j'espère, prix Nobel. Mais j'assistais l'autre jour à un funambule qui a eu en même temps que le directeur du musée de l'homme actuellement, qui est professeur au Collège de France, et ce funambule et lui ont eu la vocation en même temps. Et je regardais autour de moi, il y avait 25 à 30 000 jeunes qui étaient là,
qui regardait l'exploit fantastique de ce garçon qui, sur un fil, passait du musée de la Marine au musée, entre l'espace des deux musées Trocadéro, sur un fil, à 60 mètres de hauteur. Et sur l'esplanade de Chaillot. Oui. C'est un garçon, c'est fantastique. Il a fait d'ailleurs le même exploit en Amérique sur les 2 plus gros buildings. Et je regardais autour de moi les 30 000, il y avait au moins 25 ou 30 000 personnes, c'était rempli, le Trocadéro était complet, on avait annoncé par la presse. Et ce qui m'a frappé, ils étaient tous habillés de la même chose. Ils avaient le cuir, le jean, filles, garçons, les mêmes cheveux coupés, la même façon de s'habiller, la même façon de manger, la même façon d'écouter la musique. C'est une génération qui arrive et que nous n'avons pas encore reconnue. Elle est déjà sous-jacente de ce que sera le 3e millénaire. Alors je vous dis, moi, dans ma jeunesse, c'était les avions qui faisaient 120 à l'heure, c'est la guerre, c'est les armes de la guerre 14-18. Maintenant, c'est les fusées, c'est fantastique. Et il s'est passé simplement que 78 ans entre le moment où je suis né et le moment où je suis ici. Et je suis déjà en 1984. Alors les gosses de 16 ans auront déjà 30 ans. Et ça sera déjà autre chose. Le monde sera encore différent. Mais l'information ne sera pas différente. Parce que vous dites, comment ne pas pressentir quand on a un minimum d'intuition, ce qui est votre cas, la sorte d'existence qui nous attend pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ce sera cette façon qu'aura l'homme de demain de se brancher sur le monde grâce à une multitude d'antennes de plus en plus sensibles et frémissantes ou frémissantes. Le pire, ce pourrait être son divorce complet d'avec les choses de la vie. C'est de ça dont je voulais vous parler. Mais vous dites tout de même que vous êtes optimiste par nature et par expérience. Donc, heureusement. Heureusement, je continue à l'être. Ayant recommencé 3 fois votre vie. Non, la seule chose qui m'inquiète, la seule chose pour laquelle je me sens vraiment concerné, mais au fond du cœur, au fond de l'âme, et que c'est un métier que j'ai fait, que j'ai choisi. Même, mes parents étaient marchands de meubles, j'ai quitté les parents, et mon père m'a simplement dit, à ma grande honte, tu vas vendre des courants d'air. Pour lui, la publicité, ça s'appelait les courants d'air. Il était malade de voir son fils, qui est capable de faire son métier, de vendre des meubles dans la rue, comme c'était le cas, un magasin, etc. Or, je suis un optimiste par nature. Pourquoi? Parce que je crois que toujours, il y a des hommes qui ont montré l'exemple et qui passent aujourd'hui plus que jamais, parce que l'information est plus connue qu'elle ne l'était. Et ces hommes, je vous citerai que 3 noms qui me viennent à l'esprit. 3 noms qui sont, pour moi, révélateurs d'un changement. Reprenez, si vous tenez compte d'une chose, que 3 hommes sont capables, dans le monde entier, de faire entendre leur voix, des hommes comme vous et moi, pas comme vous et moi, mais Sakharov, Valéja et le pape. Ce seraient 3 noms que le monde entier connaît actuellement. Pourquoi? Parce que c'est l'espoir de demain. C'est l'espoir d'un monde meilleur. C'est l'espoir de quelque chose auquel je suis attaché profondément, à la liberté. Si la liberté cesse d'exister, alors pleurons sur notre sort. J'avais invité il y a peu de temps Elisabeth Badinter, que vous connaissez bien. Et elle me disait qu'elle était inquiète parce qu'elle trouvait qu'il y avait une récession dans certaines mentalités. C'est-à-dire un retour en arrière, en particulier chez les femmes. Que les femmes étaient en train de perdre les privilèges qu'elles venaient d'acquérir et qu'elles ne s'en rendaient pas compte, qu'elles retournaient en arrière. Est-ce que vous sentez la même chose, vous? Peut-être pas. Pour une fois, je serais en désaccord avec ma fille, que j'aime infiniment. Vous savez que nous sommes très près l'un de l'autre. Elle est peut-être moins optimiste que vous. Et moi, oui, mais peut-être qu'elle est non, parce qu'elle a toutes les raisons, d'une façon sur sa culture générale, d'avoir lu beaucoup plus que moi. Moi, je suis un intuitif. Je suis plus intuitif qu'autre chose, et je ne suis pas bardé de diplômes. Elle est agrégée de philosophie, elle est professeure à Polytechnique, c'est formidable. Moi, je suis en admiration béat devant elle. Je crois au contraire que la femme vient de jouer un rôle capital dans la vie de ce monde. Et qu'elle est peut-être beaucoup moins belliqueuse que le sont les hommes. Elle est beaucoup moins... Vous ne voyez pas de bagarre dans la rue entre des femmes. Vous ne voyez pas des femmes assassiner des hommes. Vous ne voyez pas Non, enfin, la femme joue un rôle. Je suis au contraire plus optimiste, peut-être à l'inverse. Parce que la femme est une mère et qu'elle tient à son enfant. La femme a des devoirs maintenant. Elle arrive à avoir des situations égales à celles des hommes. Au contraire, je pense qu'elles sont plus capables d'essayer d'apporter un petit peu plus d'air, un peu plus de compréhension, un peu plus d'humanité. Je m'excuse. Voyez-vous, pour une fois, nous sommes en contradiction l'une et l'autre. La femme joue un rôle capital dans le monde, alors qu'il n'était joué que par les hommes dans le temps. La femme ne comptait, pour ainsi dire, pas. Ou alors quelques femmes qui ont eu dans l'histoire de notre pays, il faudrait remonter au XVIIIe siècle.
Mais les femmes au XVIIIe siècle ont une importance très certaine. Elle-même l'a écrit d'ailleurs dans un livre qui s'appelait Émilie. Moi, je pense au contraire, je suis sensible au fait que mes collaboratrices les plus importantes dans ma société étaient des femmes jusqu'à un certain moment. Maintenant, elles sont peut-être moins parce qu'elles ont disparu pour des raisons de mariage ou des... Mais j'ai l'impression du contraire, que les hommes seuls sont beaucoup plus belliqueux, plus agressifs, et que les femmes sont au contraire capables d'atténuer parce qu'elles faut qu'elles protègent la famille. Alors, voyez-vous, ça me vient spontanément, mais je ne pense pas une seconde qu'elle joue un rôle différent de ce qu'elle jouait il y a 50 ans. Je me rappelle du temps de ma grand-mère ou du temps de ma mère, elle se taisait, seul mon père avait parlé, et elle ne prenait la parole que quand mon père avait fait des recommandations, etc. Mais son influence sur les enfants jouait considérablement. Moi, je reste pour ma mère une admiration formidable, profonde. Je suis pétri de ce qu'était ma mère pour moi. Peut-être plus que pour... Et mon père m'a aussi appris beaucoup de choses. Je vais revenir à votre livre, mais puisque j'ai la chance de vous avoir, je vais encore vous poser une question. Nous parlions toujours avec Elisabeth Badinter de l'instinct maternel, ça vous vous en doutez, puisqu'elle a écrit ce livre. Est-ce que vous n'avez pas été un peu sidéré quand vous l'avez entendu dire « l'instinct maternel n'existe pas » ? Oui, ça m'a frappé, peut en effet. Elle me l'a démontré, elle m'a expliqué. Je suis trop, alors si vous voulez, permettez, d'une façon peut-être un peu simpliste de dire, je suis peut-être un primaire, mes instincts sont peut-être différents, ils sont naturels, ils ne sont pas cultivés. Je n'ai pas la culture de ma fille, je n'ai pas ses moyens d'investigation, elle lit beaucoup, elle est au courant de choses, etc. Et je vous dis, j'éprouve un sentiment curieux de penser qu'elle a ce sentiment. Elle-même joue un rôle dans son foyer. Moi, je joue un rôle. Moi, j'estime que la mère est tellement importante dans le foyer. Elle ne dit pas que toutes les mères sont dépourvues d'amour maternel. Oui, mais c'est un peu par curiosité que je vous posais la question. Hein. Non, mais je réponds spontanément. Vous voyez, je sais très bien qu'elle a l'amour. J'ai lu j'ai lu son livre. C'est une thèse qu'elle défend tellement brillamment qu'on est tenté de la croire. Voilà. Hein. Figurez-vous que moi, son père, je la crois en tout, mais là j'ai une réaction peut-être épidermique, spontanée. Je ne sais pas si elle a comme vous la rage de convaincre, mais elle a le pouvoir de convaincre aussi. Certainement. De famille. Oui, je vous parlais des informations de demain. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? On va recevoir en même temps les informations du monde entier. Il va bien falloir trier. Et qui va trier ce qu'on nous donne? J'ai pas du tout d'inquiétude, au contraire, elle va s'améliorer. Écoutez, il y a 50 ans, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Ils ignoraient totalement les événements hors dehors de leur village, leur quartier ou de leur ville. Maintenant, le monde entier, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Évidemment, ça peut créer un problème. Mais je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, va contester que quand je faisais 120 km/h sur mon avion personnel, je reculais même à certains moments quand j'arrivais devant le Mistral de Montélimar, je me suis vu reculer en avion. Bon, aujourd'hui, la fusée, les satellites, la technologie, tout va changer au contraire. Je ne sais pas si c'est revenir à l'humain, attention. Je ne suis pas convaincu qu'on va revenir à ce qu'il y a à un côté, mais l'être est fait ainsi fait, il se modulera. Il y a dans votre livre Les ondes de la liberté, qui vient, je le rappelle, de paraître, une phrase qui m'a frappé, parce que c'est une chose qui vous a frappé, vous. Vous dites, savez-vous combien de téléspectateurs regardent dans le monde chaque compétition automobile de Formule 1? Environ 750 millions. Oui. C'est hallucinant, ça, je dois dire. Vous dites, c'est un chiffre dont l'énormité me fascine et me terrifie. Alors je vais vous demander pourquoi ça vous fascine, pourquoi ça vous terrifie. Parce qu'on n'a jamais vu autant de gens voir autant de choses, à la fois en même temps, sur un sujet donné. Eh bien, je pense au contraire. Jusqu'à maintenant, le monde a été divisé de par les langages qui étaient différents, de par les mœurs qui étaient différentes. Mais regardez à Paris, regardez le nombre de gens que vous voyez, que vous n'auriez jamais imaginé. Les Japonais, les Asiatiques, de tous les parties du monde. Eh bien, je crois qu'on finira au contraire par s'adapter à toutes les situations, parce que le monde connaîtra le monde. Le drame, c'est que les gens étaient restés simplement. Prenez par exemple, pour moi, le drame de ma vie, c'était l'hitlérisme. Ça a été, j'ai assisté d'abord parce qu'une partie de ma famille a été déportée et que je trouve les mœurs, c'était tout d'un coup, on devient maintenant les meilleurs alliés sont les Allemands. On commence aujourd'hui. Je ne l'en veux pas. J'ai oublié, je suis tout à fait d'accord pour qu'il faut faire l'Europe. Je suis un partisan frénétique de dire augmentons la dimension de l'homme. Je reprends un slogan. Unissez-vous.
Unissons nos efforts ensemble pour arriver à une meilleure chose de la vie. C'est peut-être un manque de compréhension. Le nazisme a été affreux. Je dirais pas, d'un autre côté, il y a aussi l'inverse, qui aussi ne me paraît pas non plus tout à fait à mon goût. Mais je pense une chose, que le jour viendra où de nouveau, alors on peut penser à tout, mais les guerres, on a démontré qu'elles étaient telles, et je ne crois pas, voyez-vous, voilà, je veux dire une chose qui d'ailleurs dépasse le cadre de cette émission. Je ne crois pas tellement au cataclysme qui va faire que le monde va éclater de tous les côtés. Moi, je crois que ce que je crains le plus, c'est ce que j'ai assisté, la désinformation. C'est au contraire ce que je crains le plus, c'est l'intoxication. Tandis que si vous arrivez à maintenir que nous n'ayons plus un crayon rouge pour vous censurer, et que chacun dit sa vérité à chacun, et que chacun pense ce qu'il veut, de respecter l'opinion des gens et ne pas les conditionner. Qu'est-ce qui a été le nazisme ? Et puis même, je dirais dans certains extrêmes, c'est de conditionner les gens par rapport à une forme de veau d'or, d'un futur qui sera le bien-être de tout le monde. Je ne crois pas à ça. Je crois que les gens ont un cerveau, une réflexion, que le monde maintenant lit davantage, s'inquiète davantage, voyage davantage, et je vois pas la nécessité qu'ils auront de se prendre une partie de territoire. Imaginez que la guerre 14-18, dans mon école communale de ma jeunesse, il y avait l'Alsace-Lorraine en deuil, il y avait un voile de deuil, et j'avais qu'une envie d'aller enlever ce voile de deuil parce qu'il me gênait. Alors la guerre était le seul moyen d'aller battre les alboches, comme on les appelait à l'époque. Bon, eh ben, est-ce que vous pensez, imaginez aujourd'hui qu'on a envie de reconquérir un coin de terre. C'est l'idéologie qui va jouer. Et c'est notre métier, l'idéologie. C'est notre métier, nous, professionnels, vous de la presse, moi de la publicité, de savoir combien c'est dangereux de créer une idéologie. Vous voyez déjà ce qui se passe en ce moment, à travers les élections actuelles. Chacun a sa vérité. Puis vous avez le droit de choisir. On ne vous oblige pas à mettre en condition dans le bulletin de l'urne sous la vigilance d'un agent ou d'une... Pas du tout. Vous êtes un homme libre. Jusqu'à nouvel ordre, vous restez un homme libre. On s'est battu pour ça. Et comme pilote aviateur, croyez-moi, j'ai voulu apporter ma contribution, aussi minime soit-elle, mais j'ai voulu me battre pour mon idéal, la liberté. Un publicitaire, un journaliste, un homme de conviction profonde ne peut pas s'arrêter à une motivation déterminée par un seul homme. Ça, je refuse. Je veux mon libre arbitre. Pour revenir à votre livre, ce qui est très beau, c'est un livre, évidemment, comme il a été écrit en 1942. On peut dire maintenant c'est un livre de souvenirs, à l'époque ça l'était pas. Mais il y a une préface qui est extrêmement importante, que vous venez d'écrire à la demande de votre éditeur. Et dans cette préface, on se rend compte que vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui se penche sur son passé, comme on dit, mais que vous pensez surtout à la jeunesse. Oui, j'y pense encore. Et que c'est peut-être votre principal souci. C'est mon souci parce que je crois que c'est en elle qu'est le futur. Pourquoi ne m'en serais-je pas? Parce que mes enfants et mes petits-enfants sont en train de faire en sorte un monde nouveau. Je vous dis, nous sommes dans la 3e millénaire. Est-ce que vous croyez qu'on va faire et que tout était ramené à l'échelle la plus petite, la plus étroite? Ou avec, au contraire, l'influence jouait un rôle de ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Alors on écoutait les notables. Toute l'information venait des notables. Mais les notables sont des gens qui avaient des opinions personnelles et qui voulaient les imposer aux autres. Moi, je ne veux plus des notables. Je veux que l'homme de la rue parle... Non, parce qu'on ne gouverne pas avec des sondages, je sais ce qu'on va me dire d'avance. Mais si, on peut s'inquiéter du thermomètre qui consulte les gens, s'ils ont envie ou pas envie. Mais les grands chefs de guerre, et écoutez, franchement, je vais aller plus loin puisque nous sommes dans une émission libre, en ce moment, on ne peut pas librement. Tout à fait. Moi, je me souviens, ayant fréquenté les hommes de 1938, 35, 36, 37, tous étaient connus. J'ai entendu leurs confidences à titre personnel, parce que j'étais inoffensive, un petit jeune homme qui venait avec un micro. Mais quand je pense qu'on a fait la ligne Maginot, et qu'on me disait que les généraux m'expliquaient, pas les généraux, les hommes politiques, vous comprenez, c'est formidable. Les soldats, il n'y aura plus de morts comme en 1918. On ne sacrifiera plus les hommes comme on l'avait. Ils seront avec les canons puissants, avec une défense infranchissable. Et puis la neutralité belge. La neutralité belge, les Allemands passeront pas par là parce qu'ils sont neutres. Et puis la forêt des Ardennes, les tanks ne pourront pas passer parce qu'il y a les arbres. Quand j'entendais ça de la part des augures les plus importantes, oui, puis je l'ai vu la ligne Maginot. On y était confortable, on vivait à l'abri à 50 mètres, à 30 mètres du sol, puis elle a servi à rien la ligne Maginot. À rien. Elle est intacte, on a vendu un petit morceau. Et la neutralité belge, elle a sauté en l'air. Et puis la forêt des Ardennes, les tanks sont passés. C'était ce que les augures me disaient à l'époque. Et moi, j'écoutais ça religieusement. Un monsieur qui avait bardé de décoration, qui était général et qui me disait ça, ou même de ministre. Parce que les états-majors, ça comptait beaucoup. Et aujourd'hui, je me demande qui va appuyer sur un petit bouton pour faire voler en éclat une bombe atomique. Moi, j'en vois pas. J'y crois pas. Je crois simplement à les intoxications.
Je dis, là, j'y crois, parce que là, c'est un problème. Ou alors on vivra comme un régime qui ne fait pas celui que je souhaiterais, de concentrationnaire. Là, c'est autre chose. Je suis pas devin, je ne fais pas d'analyse autre que celle que je pense profondément. En homme libre, indépendant, il faut que le peuple se manifeste, et sa seule façon, c'est de voter, c'est de savoir ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour la liberté, pour moi, c'est ce que la France a défendu le plus. Enfin, 89, tout ce qu'on a défendu comme le premier pays au monde qui a donné la liberté aux individus, je ne crois pas du tout à autre chose que l'intoxication. Ça, je la redoute plus que tout. Et l'intoxication, c'est vous et nous qui la ferons. L'intoxication est grave. Si l'on ne tient pas compte que la désinformation, le jour où on trompera les gens, comme on l'a fait à l'époque, au début de la guerre, un censeur, un crayon rouge, vous n'avez pas le droit de dire ça. Les hommes sont évolués, les enfants apprennent, c'est plus comme dans le temps, l'école communale existe encore, mais il y a maintenant des gens de plus en plus voyageant dans le monde, sachant comment ça se passe dans tous les pays. J'étais très fier hier d'être moi un primaire invité d'honneur de l'école HEC, qui est une grande école. Bien, je dis, moi aussi je suis HEC à l'école communale, mais eux c'était dans l'école. Eh bien, ces jeunes gens ont écouté, je crois, et on leur a passé un film sur la radio d'avant-guerre. Et si j'en crois leur enthousiasme de l'époque, ça m'a frappé de voir qu'ils sont conscients de ce qui peut être pour eux un drame. C'est la désintoxication, c'est la désinformation, c'est le manque d'information, le manque de loyauté. Nos hommes politiques, c'est des hommes comme vous et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour certains, mais pas pour tous. Bon, je dis que c'est des hommes intelligents, mais l'intelligence est-elle suffisante pour empêcher les conflits? Tandis que l'opinion publique, le monde, l'ensemble de gens simples, de bonne foi et de bonne volonté, peuvent l'en empêcher. Puisque je me souviens de mon enfance, et que la guerre de 14-18 a eu pour moi, d'abord la guerre c'était important, c'était les uniformes qu'on voyait, c'était des jeunes fous comme les aviateurs qui avaient 20 ans, qui partaient au front qui descendaient. J'ai connu tous ces hommes, Guinmer, Navarre, Madon, Heurtaud, Dagesser, tous ces hommes étaient les héros de ma jeunesse. Ils avaient 20 ans, 22 ans, mais ils avaient des décorations, 25 bananes, ils avaient des Légions d'honneur et tout. Ils m'impressionnaient. Très jeune, j'avais 6 ans, j'avais 7 ans, 8 ans. Je voyais tout cela et je les regardais avec admiration. Et puis, la guerre de 14 et la guerre des tranchées, c'était affreux. Les hommes vivaient dans des rats, dans des trous, vraiment dans des conditions abominables, de froid, de tout. Je me demande même comment on pouvait résister à ce qu'était l'horreur de cette guerre, où on vivait dans des conditions abominables. Et puis, un an après, vers 1915 ou 16, est-ce que vous avez su qu'il y avait des gaz asphyxiants? Vous avez entendu parler des gaz asphyxiants? Oui, bien sûr. Ça a été affreux, ça brûlait les poumons des êtres. On envoyait des vagues de gaz asphyxiants, on choisissait l'air, le temps, le vent, etc. Et d'un seul coup, tous les hommes subissaient les conséquences, c'est-à-dire qu'ils étaient inutilisables, leurs poumons brûlés, c'était des victimes épouvantables. Bon, c'était bilatéral. Les Allemands ont commencé, ou les Français ont commencé, je crois que c'est les Allemands. Mais quand c'est devenu bilatéral, qu'est-ce qui s'est passé en 40? On n'a jamais entendu parler de gaz asphyxiant. Vous savez pourquoi? Parce que Hitler avait été lui-même gazé. Et pourquoi on n'a pas envoyé... Maintenant, on en est non seulement au gaz asphyxiant, mais on en est au bacille. On en est à pouvoir empoisonner un monde entier en envoyant. Et ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est bilatéral. À partir du moment où vous avez des fusées, si on démolit Moscou, je te démolis Washington, on n'en finira plus. Et je me demande qui va avoir le courage de démolir, d'envoyer une fusée, même dans n'importe quelle atmosphère, et que l'autre ne pourra pas renvoyer. Ils sont à égalité. Donc vous ne croyez pas qu'à ce moment-là, il y aurait une réflexion de part et d'autre, si on démolit 10 millions d'hommes d'un seul coup, et 20 millions de l'autre côté, et jusqu'où on ira? Une destruction totale. Alors bon, c'est la fin du monde, je veux bien y croire. C'est pourquoi je garde ce côté optimiste de mon enfance. Ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Alors c'est pas la peine de commencer par se battre, puisqu'on sait très bien que l'un et l'autre, nous y perdrons les plumes. Voilà le problème auquel je pense, qui est très simpliste. Puisque on peut le faire d'un côté et de l'autre, moi je veux pas qu'on démolisse Moscou, mais je veux pas qu'on démolisse New York, et je veux pas qu'on démolisse Washington, ni Paris, ni Londres, parce que nous sommes capables d'en faire autant les deux côtés de la barricade. Alors annulons-nous, et mettons-nous d'accord sur quelque chose de plus important. Je crains beaucoup plus l'intoxication, pas par quelque chose qui veut toucher le cerveau des hommes, par quelque chose qui laisse le libre arbitre aux hommes de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Et puis quoi, on se mettra bien d'accord autour d'un bon verre de champagne tous les trois. Je vous remercie, Marcel Bleusten-Blanchet. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Lattès, Les ondes de la liberté. Un très beau livre.
C'était Rencontre. Patrice Galbaud s'entretenait avec Marcel Bleustein-Blanchet dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 juillet 1984.